N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Le Mai pour le dernier numéro de la semaine de Taxi Presse, la grande messe de vendredi. Et pour la célébration de l'information de ce vendredi, nous aurons comme diacre Abi Alpha Izotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pekézi, le patron du journal Le Libéral, Ferdinand Haïti, le patron du journal L'Alternative, et Tchanyao Aremiao, le patron du journal Nouvelle Opinion. Ensemble, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité cette semaine. Nous accorderons une place de choix, vous vous en doutez, à la politique togolaise avec tout ce qui se passe depuis quelques jours. La coalition de 14 partis de l'opposition qui a finalement fait un bilan des 18 mois de lutte politique. C'était à mardi dernier. Avec les confrères, nous reviendrons sur le sujet, mais nous parlerons également du cas de François Akila Esso Bokor, l'ancien ministre de l'Intérieur du général Gnassingbé Yadema jusqu'à Fort Gnassingbé en 2005 où il est parti du Togo en exil en France. Semble-t-il qu'il veut revenir pour faire la politique beaucoup plus pour être candidat à la prochaine présidentielle de 2020. On abordera clairement le sujet ce matin. Nous parlerons également de la société et du développement avec la fermeture des églises. Le sujet a été évoqué ces derniers jours. La presse ce matin revient largement là-dessus. Œuvre de salubrité publique ou une réelle activité de répression. J'ai interrogé les confrères sur le sujet. Bienvenue. Retour en studio avec les confrères. Bonjour à Abi Alpha Izotou. Oui, bonjour confrère, bonjour à la rédaction, à tous ceux qui nous écoutent. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu. Oui. Et bon Juma à vous, Abi Alpha. Merci mon frère. Bonjour Ferdinand. Et sinon, rebonjour mon grand citoyen d'État. Bonjour Eric, bonjour à tous les confrères, aux auditeurs et un coucou spécial à Fidélia. Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Tchanyao, Jean Aremiao, vous allez bien? Non, mais c'est vendredi, on ne va pas plaisanter en disant Jean Aremiao Tchanyao. En plus, un El Hadji, c'est vendredi quand même. Ah oui. Et donc, bonjour à toi Eric, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Taxi FM et bonne prière à tous les musulmans. Merci d'être avec nous ce matin. On sera tout à l'heure rejoint en studio par Fabrice Pekézi. Lui, il ne contestera pas son prénom de Fabrice. Il va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Je voudrais qu'on commence le magazine de ce matin par cette information dont la presse fait large écho depuis 2 jours au moins, la fermeture des églises. Beaucoup de journaux sont largement revenus là-dessus. L'Alternative aussi en a parlé ce matin. La police des cultes semble être ferme sur le sujet. Est-ce qu'on peut parler d'œuvre de salubrité publique ou une réelle activité de répression, Abi Alpha Izotou? Ouais, je crois que pour le moment, c'est toujours nous qui avons de temps en temps qui kinait l'autorité comme quoi il y a trop de laisser aller. Si à un moment donné, dans un secteur donné, elle pense qu'il faut commencer par mettre de l'ordre bombe. Donc, ce n'est que le début, c'est trop tôt de se prononcer pour dire que c'est de l'acharnement ou bien c'est quoi que ce soit, on va observer. Bon, maintenant, par rapport aux églises, c'est vrai. Parce que ce qui est mis en avant, il faut le dire aussi, c'est la nuisance sonore. Oui. Et ces églises, selon les informations, ont été plusieurs fois rappelées à l'ordre. Exactement. Bon, je crois bien que quand vous allez au ministère de l'administration territoriale, le département chargé du culte qui fait son travail, et donc si vous vous sentez gêné dans le voisinage par rapport à un lieu de culte, vous avez le droit d'aller vous y plaindre. Donc il a dû y avoir plusieurs appels à l'ordre qui n'ont pas eu écho et l'autorité a agi. Maintenant, moi, il faut aussi voir, parce qu'on nous a parlé de jusqu'à 10 églises. Je disais tantôt que si on veut vraiment regarder, c'est-à-dire à la loupe, dans les pratiques même, mais c'est vrai, traditionnellement, peut-être qu'on dira que nous, on a des classiques, mais les catholiques, les protestants, on connaît les grandes
c'est-à-dire les grandes confessions, exactement, qui sont connues. Mais après, il est né toute une ribambelle d'églises qui se réclament toujours de Dieu. Et si l'autorité veut vraiment ouvrir les yeux, au-delà de la nuisance sonore par rapport au voisinage, par rapport au savoir-vivre ensemble, si l'autorité veut vraiment regarder dans les pratiques, ça fait longtemps que beaucoup d'autres églises seraient surtout des petites églises, souvent créées et animées par des étrangers qui sont ici, excusez-moi du terme, mais si l'autorité veut vraiment ouvrir l'œil pour voir qu'est-ce qui se passe dans ces églises, je crois que beaucoup de choses se seraient passées. Donc, quelque chose a commencé. C'est trop tôt de prêter des intentions à l'autorité qui a commencé son travail. Nous avons de souhait que ce ne soit pas un acharnement. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la l'autre aspect sur lequel je veux m'intéresser, que ce ne sont pas seulement les lieux de culte. Vous savez qu'à Lomé, à chaque 500 mètres, il se crée un bar. Voilà. Des gens, beaucoup de garages qui sont censés abriter des véhicules sont devenus des débits de boissons, avec à côté des haut-parleurs qui haranguent souvent les quartiers. Bon, je crois que par rapport à la nuisance solaire, précisément, beaucoup reste à faire. Parce que et puis il faut aussi que l'autorité communique, parce que si de suite nous en tant que journalistes on te demande, un enfant te dit bon, réglementairement à quelle heure par exemple un bar doit arrêter de fonctionner, tu vas tâtonner, vous comprenez, tu vas tâtonner, alors que normalement ce sont des codes que tout le monde doit connaître. Si tu veux ouvrir un lieu, une boîte, tu ne dois pas animer la boîte, par exemple, jusqu'à telle heure. D'abord, c'est plus ou moins pourquoi une bonne partie des boîtes sont parfois souterraines. Donc, pour aussi éviter ces nuisances-là, même maintenant, c'est le désordre. Quelqu'un qui crée un magasin dans son quartier, il construit un magasin qui n'a pas trouvé preneur, tout de suite, il voyage, il revient avec des baffles. À 3 jours, ça devient une boîte. Et les voisins ne peuvent pas avoir la paix. Quand tu vas dans le carrefour, dans le rond-point de Limousine, on ne sait plus quoi dire de ce petit cercle-là. Hein. Tu vois, donc c'est beaucoup reste à faire. Je crois que l'autorité a commencé quelque chose. Elle va être objective et on verra ce que ça va donner. Très bien, merci beaucoup à Abialfa Izotou. Tchanyawa Remiao, il faut frapper dur finalement, pas que des églises, mais les bars aussi, comme dit Abialfa. Oui, tout à fait, Eric. Moi, je crois que l'autorité a trop traîné avant de prendre cette décision, parce que si vous allez dans les années 70, dans notre pays, avec des religions confessionnelles bien connues, les grandes, surtout qui se réclament du christianisme, de Jésus-Christ alors. Donc il y avait les protestants et puis après les catholiques sont venus par la suite les assemblées de Dieu et puis les baptistes. Et aujourd'hui, ce que Abialfa dit, ça fait quand même froid au dos de regarder que finalement chaque maison aujourd'hui est en train d'avoir son église et c'est triste. Et non seulement, je crois que toutes les religions ont quelque chose qui les réglemente. Vous allez me dire que quand on dit qu'on a fermé ou bien on a interdit à 10 églises, les gens parleront aussi de l'islam. Parce que là, quand vous parlez de l'épervier, il faut aussi parler des petits poussins. Abialfa dit souvent que quand vous plaignez l'épervier, plaignez également les poussins. Et donc pour moi, c'est un proverbe. Un proverbe qui le dit. Donc les églises, aussi bien que les autres religions, quand on veut parler de l'islam, je crois qu'il y a des heures formalisées où on sait que les musulmans, ils prient 5 fois par jour. Oui. Et les heures là, les gens, le muezzin appelle. Mais la prière elle-même ne trouble pas. Le muezzin, c'est l'appel du muezzin qui peut-être, quelqu'un peut dire qu'on trouble. Mais dans la journée, le nombre d'heures que le musulman troublerait ne dépasserait pas 1 heure pour toutes les 5 prières. Alors, quand on revient à ces nouvelles églises qui se créent, il n'y a plus une formalité. Avant, les gens disaient, mercredi soir, on fait Zame Toto,
Vendredi, vous allez dire que c'est Zame Toto et tout Lomé ou tout le pays, c'est du bruit. Maintenant, les gens ont quitté ce schéma où on invente des prières spéciales. On dit aujourd'hui, c'est lundi, venez, et puis les gens s'appuient sur, malheureusement, les radios, les télés, pour dire aux fidèles que, bon, voilà, il y aura une prière spéciale pour les femmes qui ne tombent pas enceintes, il y aura des miracles, et que les gens qui ne marchent pas... Oui, c'est tout ça, les miracles. Les miracles, et que les gens qui ne marchent pas, ces gens-là doivent retrouver les pieds aujourd'hui, et ceux qui ont perdu les oreilles, l'ouïe, et ceux qui ne voient plus tous ces gens... Bon, maintenant, et ça, ce qui est triste, c'est dans le bruit. C'est dans des langues bizarres, vous êtes troublés toute une nuit. Les gens chantent dans les églises, dans les quartiers. Et quand les gens sont honnêtes, ils doivent comprendre qu'il faut s'auto-censurer, ils doivent acclamer la position de l'État. Maintenant, les gens se transportent mieux des églises pour venir narguer les populations au lieu dans les carrefours. Vous avez des gens qui prennent les baffes, qui viennent au bouchon des rails. Oui. Vous savez, quand quelqu'un peut être attentionné par tout ce que ces membres de ces églises-là, en quête de fidèles, ou je ne sais qui, viennent faire dans les carrefours et se faire écraser un jour par le train. Oui, parce que leur bruit empêche d'ailleurs les klaxons, leur bruit empêche les gens d'être concentrés sur leur volant. Et donc tout ça, l'État doit voir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les églises qui sont concernées. Les bars. Est-ce que demain, ce serait les bars et puis certains musées qui font trop de... Oui, les bars. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi j'ai parlé du temps que certains peuvent troubler dans certaines religions. Maintenant, les bars. Vous avez... Moi, je crois que c'est une pagaille que l'État attend que ce soit maintenant même qu'on commence par parler des églises. Les bars... Il y a des dispositions. Oui, qui ne sont jamais respectées. Bon, j'ai souvenance quand même qu'au niveau de la municipalité, à plusieurs fois, il y a des communiqués qui ont été rendus publics. Mais les communiqués... Appelant tout le monde quand même au respect c'est ce que nous disons tous les jours, que l'autorité ne doit pas seulement passer au discours. Il faut frapper. L'heure est à l'action. Vous savez, vous allez dans certaines villes, pour ceux qui sortent beaucoup du Togo, vous avez la discipline, vous avez le calme. C'est difficile d'entendre des gens jouer à 13 à n'importe quelle heure parce qu'il y a un bar. Ici, ce sont les bruits qui orientent les gens vers les bars. Parce que pour nous au Togo, quand quelqu'un crée une buvette, c'est la musique qui fait la particularité et le poids de cette buvette-là. On parlait tout tantôt de limousine. Il n'y a pas que limousine. Il faut réglementer et mettre... Il y a un auditeur qui nous dit, pour les musulmans, pourquoi ne pas s'envoyer des messages pour dire qu'il est l'heure de prier? Trop de bruit entre les églises, les mosquées, les bars. Parfois, on n'arrive même plus à dormir. Ferdinand Haïté, vous, dans votre journal ce matin, vous avez quand même salué, on va dire à peu près, la police des cultes qui réagit maintenant, sérieusement. Oui, je pense que la réaction même est tardive. Il fallait réagir beaucoup plus tôt parce que c'est eux qui accordent des autorisations d'installation aux églises. Ils savent le nombre d'églises, de mosquées ou de lieux de culte qu'on a dans le pays. Et moi, je pense que lorsqu'on voit la prolifération aujourd'hui des lieux de culte au Togo, on est très inquiet. Moi, j'étais dans un quartier et il y a plus de 18 ans. Dans ce quartier-là, à l'époque, il n'y avait qu'une seule mosquée et puis 2 églises. Aujourd'hui, à tous les coins de rue, vous avez les églises, à tous les coins de rue, vous avez les mosquées. Et puis, on ne comprend pas parce que quelqu'un qui va, je sais pas, enIsraël, dans un pèlerinage, je ne sais où, il revient, il crée son église. Quelqu'un qui revient du Hajj pour faire honneur à sa famille, il crée une mosquée, on ne sait pas comment ça se passe. Et donc, il y en a un peu partout et ça crée un désordre terrible. Je pense que il faut réglementer ça. On ne bâtit aucun pays moderne en laissant la prolifération et le désordre s'installer sur le plan religieux. C'est pas possible. Dans aucun pays au monde, aujourd'hui on parle des projets de développement. Vous allez développer un pays quand les gens passent toute leur vie dans les églises, à la merci des pasteurs, qui les manipulent, qui les dépouillent de leur argent, et qui s'enrichissent, et qui envoient eux leurs enfants aux États-Unis pour étudier. C'est eux qui sont allés. Non, mais l'État a l'obligation de protéger les citoyens contre la manipulation de conscience. C'est dans notre Constitution. L'État a le devoir de protéger les citoyens contre la manipulation de conscience. C'est dans notre Constitution. Et donc, l'État a l'obligation de réglementer ce domaine-là, de fermer tous ceux qui font le désordre. Parce que les enfants reviennent le soir pour étudier, c'est pas possible.
Dans tous les quartiers, c'est des bruits jusqu'à 22h, 23h. Parfois, il y a... À minuit, il y a des bars qui font jusqu'à minuit. Non, je parle des églises d'abord. Il y a ceux qui vont jusqu'au petit matin. Collés, puisque au Togo, ici, les églises sont calfeutrées dans les maisons, dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des lieux, il n'y a pas une séparation des lieux de culte et des habitations. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un a acheté un lot, il prend un demi-lot, il construit la maison, l'autre demi-lot. Il a fait une église, et donc tous ses voisins sont, je ne sais pas comment dire, sont torturés toute la nuit par les instruments de musique, les cris, tout ça, et les enfants qui reviennent le soir, même les fonctionnaires qui reviennent de leur boulot, fatigués, ne peuvent même pas se reposer. Et quand vous allez les voir pour les rappeler à l'ordre, ils disent oui, c'est Satan qui, tu es possédé par Satan, et quand vous portez plainte, ça ne marche pas. Maintenant, quand vous revenez au bar, et qui sont aujourd'hui à tous les coins de rue, et qui sont au fait l'expression de la pauvreté, parce qu'au fait... Ah oui. Ah mais oui, les gens... Il y a des bars partout maintenant, oui, parce que les gens... au Togo, hein. Dans des pays développés. Non, mais au Togo, c'est une exception. Je suis désolé de le dire, mais dans d'autres pays, c'est réglementé, comme Tania l'a dit. Vous ne pouvez pas créer des bars comme ça. Mais au Togo, c'est chaque maison qui est devenue aujourd'hui un bar. Parce que les gens veulent joindre les deux bouts. Il y a la pauvreté. La brasserie aujourd'hui, c'est elle qui fait le plus grand chiffre d'affaires dans ce pays. Parce que vous voyez les jeunes, quand vous leur dites, bon, cotisez 10 000 francs pour monter une entreprise, ils vont vous dire non, ils n'ont pas l'argent. Mais ils vont cotiser 10 000 pour aller rester dans un bar, aligner les bouteilles de pisse sur la table jusqu'à une centaine de bouteilles, prendre des selfies et démontrer que bon, écoutez, nous on fait la fête. Alors que ces mêmes jeunes, quand vous leur dites, à 10, vous pouvez cotiser 100 000 francs pour lancer une coopérative ou un business, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas de l'argent. Donc, il y a les bars, il y a les lieux de prostitution qui aujourd'hui se sont développés dans tous les quartiers. Ça aussi, vous appelez les gouvernants à régler ce problème. Qu'on appelle auberges, hôtels ou motels qui sont dans tous les quartiers aujourd'hui. Il faut fermer tout ça. Parce que aucun pays ne se développe dans autant de dépravation. Parce que les braves valides qui doivent construire un pays doivent être des gens lucides. Ils doivent être des gens, je ne sais pas, des gens éduqués, des gens formés. Ce n'est pas des gens qui passent tout leur temps dans des plaisirs, je ne sais pas, charnels, les bars, les chambres de passage, les églises où on essaye de mélanger tout. Et on fait de l'escroquerie. Donc il faut arrêter de la ça. manipulation de conscience, vous l'avez dit. Je pense que le service de culte du ministère de l'administration territoriale a le répertoire de toutes les églises et les lieux de culte qui sont sur l'ensemble du territoire. Maintenant, il faut commencer. Il y a des églises qui ne sont pas encore déclarées. Hein. Il y en a plein oui, aussi. maintenant, il faut commencer par les fermer les unes après les autres. Très bien. Il y a une auditeur qui nous dit il faut frapper fort et les églises, et les bars, les maquis, les bésodromes. Je pense qu'il fait allusion donc à ces lieux où, voilà. Et les boîtes de nuit. Trop de nuisances et c'est du désordre total, nous dit-il. C'est comme Dieu est sourd, donc il faut prier et crier fort pour que Dieu comprenne. Ironise donc un autre auditeur. Oui, je donne la parole à Abi, mais vous avez un témoignage à faire très rapidement. Non, pas en termes de témoignage, mais je voulais rappeler à ceux qui gouvernent ce pays que la protection civile des populations, ce n'est pas forcément contre les volants à main armée. Ce n'est pas forcément contre l'attaque contre notre nation, mais c'est avant tout de protéger les citoyens contre cette dépravation d'abord. C'est une agression extérieure. C'est aussi de protéger les citoyens contre les gens, les dogmatiques, les gens qui viennent endogmatiser les populations, endoctriner les populations en leur disant, voilà, vous avez votre salut ici, et les gens deviennent par là paresseux. Et quand quelqu'un a mal à la tête, au lieu d'aller à l'hôpital, il trouve un sorcier à côté. Et c'est le travail que malheureusement ces églises font. La dernière fois, j'ai suivi un événement que j'ai revu hier. Tous les jeudis, allez vers Amadahoumi. Vous allez avoir l'impression que toutes les femmes de Lomé se sont invitées quelque part là. Je conduisais jeudi passé, mais je vois des filles, des femmes qui sortaient de tous les coins d'Amadahoumi. Les gens traversaient la rue, plus de 5000 femmes. Parce que vous pouvez compter les hommes qui étaient présents à contre-goutte. J'ai cherché à savoir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'il y a une prière
qui se fait tous les jeudis, qui a un prêtre ou un pasteur qui fait la messe de guérison. Et j'ai dit, mais si c'est toutes ces femmes-là qui sont allées chercher de quoi se guérir là-bas, il y a problème au Togo. Et hier jeudi, j'ai vécu la même scène. Allez jeudi prochain faire l'essai, vous allez voir qu'avec ça, il y a pas que on ne peut pas, plusieurs endroits maintenant. On ne peut pas réussir le développement qui est si cher aux autorités de ce pays parce que les gens deviennent paresseux. Les gens se camouflent derrière les églises. Les gens se camouflent derrière cette pagaille que certains malheureusement font pour s'enrichir. Allez voir comment la Chine s'est développée. Vous pensez que les Chinois vont dormir tout le temps dans les églises? Le Rwanda qui avance, c'est dans les églises. Malheureusement, les Togolais, quand quelqu'un est au chômage, il ne veut plus rien faire. Il dit, ah, j'ai eu l'appel de Dieu. Il traverse les frontières vers côté Nigeria. Il va au Bénin à côté. Il va au Ghana à côté. Il revient, il parle un peu anglais. Il dit, somebody say me amen. Et c'est fini. Les gens créent les églises. Merci beaucoup, Seigneur. Tout le Togo se draine vers là. Je crois que l'État doit pouvoir savoir faire le discernement entre ceux-là qui tuent la population. Mais comment l'État peut quand même régler ce problème? C'est quand même très compliqué. Il faut arrêter le bordel. Les gens qui sont pasteurs, il faut qu'on sache de quelle église ils sont. Est-ce que tu sais que, Eric, toi et moi, on peut aller au niveau de l'administration territoriale, on se constitue comme une association et nous créons notre église de Jésus. Et on donne un nom à cette église. Et ça passe. L'incarnation de l'église, c'est où? Bien, merci. Il faut qu'on sache que nous existons. Je vous donne la parole aussi à Abi Alpha sur le sujet. Il y a beaucoup de réactions également sur notre numéro SMS et WhatsApp, parce qu'on va utiliser aujourd'hui. Il n'y aura pas de coup de fil direct. C'est le 90 71 49 62. Il y a un auditeur qui nous dit certains voleurs aiment opérer dans les quartiers en se servant des bruits faits lors des veillées de prière. Ah, Goué, à chaque 20 pas, on se trouve devant un bar. À cause du chômage, soit les jeunes forts aiment ou deviennent pasteurs, que l'État crée des emplois, nous dit cet auditeur-là pour solution. Oui, à bien failli, c'est tout. Oui, évidemment, par rapport à la situation un peu galérique, si je peux me prêter ces termes-là, les gens ont trouvé refuge. Je disais tantôt que tous les garages qui n'ont pas trouvé de voitures sont devenus des débits de boissons avec un baffle à côté. Tu sais, je pense que tout de suite les amis aussi on doit tirer un autre point. Ce sont les chambres closes, les lieux de plaisir. Mais très souvent, ces endroits-là n'appartiennent pas à tout le monde. Les auberges. Très souvent, quand tu vas voir 80% de ces auberges-là, c'est pour les autorités. C'est en ça que ça va être compliqué. C'est pour ça là, je le dis. Mais moi, je n'en ai pas, mais je connais plein. C'est pour les autorités. Ça, là, il faut qu'on le dise. Les chambres, soit, tu sais que ces derniers moments, l'immobilier a vraiment chuté. J'avais fait un dossier là-dessus. Les gens ont construit beaucoup de maisons qui n'arrivent pas à louer. Le long des routes, il y a 10-15 ans, si tu cherches une boutique, il faut vraiment... C'est une sinecure pour traverser, trouver une boutique. Maintenant, à chaque 200 mètres, à louer, personne ne prend. Parce que le pays, rien ne marche comme activité. C'est comme ça dans les coins de chaque quartier. Il y a plein de maisons à louer, personne ne prend. C'est de facto devenu, puisque très souvent... Des auberges. C'est souvent pour les mêmes personnes. Là-bas, il faut vraiment qu'on sache que c'est eux-mêmes qui encouragent, qui créent les deux autres. Ça, là, c'est pour les mêmes personnes. Les hôtels, qui créent les hôtels? Qui en a? Moi, je n'en ai pas. Donc, c'est les mêmes personnes. C'est vrai, les hôtels, on en a besoin, mais les hôtels qui sont déjà là, concrètement, est-ce que ça arrive à répondre aux attentes? Est-ce que ça arrive à répondre? Les gens ont construit au départ quelque chose pour habiter parce qu'on n'a pas trouvé un preneur à la hauteur de ce qu'on veut, ou bien on a souhaité louer à l'État, l'État n'a pas pris, ça devient un hôtel. Ça devient, alors que l'architecture, je vous faisais rire entre-temps que le plus grand hôtel que nous avons qui peut faire notre fête, l'hôtel de Février, n'était pas construit pour être un hôtel. Oui, j'ai dit ça plusieurs fois. Bien sûr. Et depuis là, cette histoire-là est devenue, et ça c'est un État qui a construit, cette histoire est devenue un éléphant blanc. Il y a quelques jours, un expert me disait qu'en 90, l'hôtel de Février seul consommait la moitié de l'électricité de tout Lomé. On a dû... Merci. Faites des recherches. On a dû inviter des experts espagnols
pour placer les trucs de façon à ce que, à partir de l'hôtel, on puisse faire une transformation locale pour qu'elle se... Mais ça n'a pas marché. C'est ça même, c'est ce qui a fait partir l'officier qui est resté là-bas longtemps comme directeur de l'hôtel. Donc, quand on conçoit quelque chose du grâce, il y a des gens qui sont experts en la matière, au moins qu'on approche pour que vraiment, quand on dit qu'il y a tel ici, on sait que ça répond vraiment, et que le riverain ne se plaigne pas, que l'autorité ne trouve pas un argument pour vraiment que ça se retourne contre vous. Bien. Donc, il y a un auditeur qui nous dit, vraiment, il dit merci pour la sensibilisation, parce que c'est bien une sensibilisation. Vraiment, on est fatigué de ces faux pasteurs. Et surtout, nous, les femmes, sommes trop crédules et manipulables. Un pasteur digne de ce nom a forcément suivi des cours de théologie et de diplôme à l'appui. L'État veut vérifier cela. Nous dit un auditeur. Il y a un autre qui nous dit, les prêtres catholiques ont laissé une place pour les prostituées à Saint-Joseph. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais bon voilà, on verra bien. Moi, je voulais, je voulais juste dire que concernant les pasteurs des églises, nous avons aussi un rôle, nous les journalistes, la presse. Nous avons un rôle parce que la presse, le devoir la responsabilité des journalistes, c'est de sensibiliser, c'est d'éveiller les gens, c'est d'attirer l'attention des populations. Oui. Mais on voit bien que même la presse aussi est devenue un courant de transmission des escroqueries des pasteurs. Il y a des journaux aujourd'hui qui sont cooptés par des pasteurs et on paie 40 000 à ces journaux-là qui publient chaque jour. Pasteur Da Silveira a fait miracle, pasteur a fait tel miracle, il a fait tel... Vous voyez les journaux. Bah oui, c'est vrai. Nous sommes des confrères, il faut se dire la vérité. Et c'est dans l'église de ce pasteur-là qu'il y a un mur qui est tombé la dernière fois et 4 personnes sont décédées. Bien sûr. Et depuis, on n'a pas arrêté ce pasteur. Et aucun journal n'a écrit ça. Tous ceux qui passaient les publicités de ce fameux pasteur qui faisait les miracles, depuis que le mur est tombé. Et c'est un prophète. À la grande pluie, là. On a dit que c'est un prophète. Prophète, pasteur, moi je n'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que c'est des gens qui se donnent des titres, tout ça. Et depuis que, voilà, ce mur est tombé et que des gens sont morts dans cette église-là, je n'ai pas vu ces journalistes-là relayer ce drame que ce pasteur qui fait les miracles a causé. Et donc, il faut qu'on soit responsable à tous les niveaux. Et moi, j'interpelle les autorités, la HAC même, à veiller à ce que ces genres de choses, les pasteurs qui manipulent la presse en payant 40 000 ou 50 000, et puis après ils finissent leur prière, se retrouvent dans les bars et les boîtes de nuit avec le même pasteur. Sérieux. Mais je suis sérieux. Des pasteurs, après la prière, sont dans les bars. Ils sont de nuit avec les filles. C'est les mêmes pasteurs. Ça a commencé depuis Kephas Anthony, c'est depuis eux qui partageaient l'argent, et puis le groupe là a fait dissidence, ils sont venus à Eden Park ici, à Didolé ici, ils ont escroqué les femmes, et de Didolé ici, ils sont allés à Sobo Sito pour acheter 11 lots de terrain là où le mur est tombé. C'est les mêmes individus, ils sont dans les bars, les boîtes de nuit. Et c'est ces gens-là, on ne fait aucune enquête de moralité pour accorder le titre d'église aux gens qui sont des pasteurs au niveau du ministère de l'administration territoriale. Moi, ce que je voudrais dire, si il y a des lois dans ce pays, plus ou moins, parce que les gens ne connaissent pas les lois, donc ils ne savent pas comment faire appliquer la loi. Si des gens savent que dans leur quartier, dans leur zone d'habitation, il y a des bars où il y a des pasteurs qui font du bruit, ils n'ont qu'à saisir le commissariat d'à côté ou la gendarmerie, porter plainte ou saisir les journalistes. Nous, on va les dénoncer pour que l'autorité puisse agir, pour que ces bruits cessent dans ces quartiers-là. Parce que ce n'est pas normal que des gens ne puissent pas vivre tranquillement dans leur quartier parce qu'un individu dit qu'il a croisé je ne sais pas qui, et puis bon, il est devenu un expert et il ramasse de l'argent auprès des gens, des pauvres populations, et lui, il vit bien, il a des voitures de luxe, et il a les terrains, et les femmes sont là, on les escroque, ils prennent leur petit argent de commerce pour aller donner des dîmes, et tout, et les gars vivent bien, ils boivent du champagne la nuit, et ils disent aux gens, non, il ne faut pas boire l'alcool, il faut attendre ceci, il faut arrêter tout ça. Bien. Et nous devons, en tant qu'hommes de médias, contribuer à faire cesser ce genre de phénomène. Il y a un auditeur qui nous dit, ça devient une arnaque très simple. Je ne sais pas si vous avez la liste des 20 pasteurs les plus riches du monde, mais c'est du vol que beaucoup de pasteurs organisent. Les pauvres femmes, pour peut-être illustrer ce que vous venez de dire, Ferdinand, des pauvres femmes qui vendent à des mains gombo sont arnaquées tous les dimanches que Dieu fait pour rendre les soi-disant pasteurs des riches bien véhiculés, bien habillés, mais le pauvre fidèle est toujours sur place. Pire, ces conditions régressent puisque au lieu de travailler, ils perdent le temps dans ces centres de prière pour un mois des fois. C'est regrettable, nous dit cet auditeur.
Non, moi je crois que... Senao, et on va passer à notre sujet. Moi, je crois que ce que Ferdinand dit est très important. Et si les Togolais ou les gens nous écoutent, qu'ils sachent qu'en toute chose, il faut, surtout quand on parle de la foi, faire beaucoup de discernement. Vous savez, on nous a dit dans la Bible, dans le Coran, un peu partout, que Dieu passe par certains prophètes ou certains pour faire des miracles. Oui. Et donc, les miracles de Dieu existent. Mais je crois que de nos jours, les miracles qu'on opère, là où se drainent toutes ces femmes-là, ce sont des miracles à l'image satanique. Parce que vous voyez... Est-ce que vous le savez, vous? Non, vous le savez parce que quand vous allez, tout ce qu'on présente dans ces églises, où les femmes vont et qu'on dit que c'est des miracles de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui est possédé, Seigneur, qui roule. Seigneur, Et- c'est un jeu. C'est un Oui, jeu je de sais, rôle. je connais. C'est un jeu de rôle. Je suis en train Vous de... savez qu'on a arrêté les gens Cara, ils avaient mis les plâtres. d'accord, Ils avaient mis les plâtres J'en viens, au oui. pied, au pied. J'en viens. Et donc, pendant la campagne d'évangélisation, ils devaient tomber pour Oui. dire que son pied. et regardez, dans cette église, vous êtes jeune fille, vous êtes jeune garçon, vous êtes maman mariée, vous allez, on vous dit qu'il faut vous purifier parce que vous exorcisez, comment il dit? Exorcisez parce que vous avez le démon. Quand c'est une femme, c'est qu'elle a mamie, il faut lui faire, et puis vous voyez des femmes faire des roulades. Et quand ça se passe comme ça, quelle différence ça donne à ce que, en milieu mineur ou en pays vaudou, étron, vous voyez des filles tomber en transe dans des églises, comme si c'était dans un couvent de fétiche. Si les gens veulent retourner au fétichisme, qu'ils soient clairs et qu'ils aillent directement chez les Rounons. Mais qu'on ne vienne pas se cacher derrière forcément Jésus-Christ pour dire qu'on est en train d'opérer. Bref, les gens qui nous écoutent aujourd'hui doivent savoir que quand ils vont dans ces églises, si c'était pour rien, parce que le miracle de Dieu n'a pas de prix, si c'est pour rien, si c'est pour vraiment Dieu qu'on le fait, on ne leur prendrait rien. À partir du moment où c'est contre des cotisations de lundi, de mardi. Ceux qui sont nés lundi, ils cotisent. Ceux qui sont nés mardi, ils cotisent. Après, on dit, ceux qui veulent avoir des promotions au boulot, ils cotisent. Et tout ça, l'unique pasteur. Plus grave, Ils ils font des produits et ils donnent aux femmes d'aller mettre dans leur Vagin. partie intime. Et ils font des trucs, ils mettent la main dans les parties intimes des femmes. C'est des trucs qui sont des... C'est du viol. C'est du viol. C'est du viol. Et ça se passe dans les églises ici. Et on a des organisations de femmes, on a des organisations des droits de l'homme. Personne ne se saisit de ces questions-là. Il faut à un moment donné réagir. Alors. Il ne faut pas que ce soit l'État seulement. Il faut qu'ensemble, tous les citoyens soient vigilants. Y compris la Faire presse. preuve, y compris la presse. C'est ce que nous faisons Faire maintenant. preuve de discernement parce que on ne dit pas que tous les pasteurs sont des faux. Mais aujourd'hui, les faux dominent. Domine, oui. Les faux sont plus nombreux. Donc il faut arrêter la pagaille Bien. et mettre les gens au travail dans le pays. Parce Bien. que quand vous n'avez pas les gens dans le pays qui travaillent, qui donnent dans les églises, le pays ne va pas devenir un pays émergent. Il y a un auditeur qui nous dit ce problème est un véritable fléau de l'heure actuellement au Togo. Ces pasteurs trompent, manipulent, abusent de la faiblesse des pauvres citoyens, surtout les femmes. Vraiment, c'est un désordre organisé. Il faut qu'on ferme toutes ces églises dites réveillées, nous dit donc Roméo, qui nous écoute à Tchévi. Et nous, on en profite pour saluer tous les auditeurs de Tchévi. Il y a un autre auditeur qui nous dit venez à Gbenyedi. Tout le quartier est inondé par des églises et on n'arrive même pas à se reposer les dimanches, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit Pourquoi les gens ne concernant... s'organisent pas dans les quartiers pour Ah oui, il faut s'organiser. les casser. Non, Pourquoi non, Ah, mais oui. non, il faut la force publique d'abord. Mais non. La Mais- force publique mais d'abord. À un moment donné, vous n'arrivez pas à dormir. Vous avez- connaissez quelqu'un, Vous il interpellez disparaît l'État, 3 mois, il revient, il est passé. Vous interpellez l'État ne réagit pas. Mais les gens vous empêchent de dormir. Mais à un moment donné, il faut réagir. Non, on va demander à l'État de Pour en réagir. finir, j'avais la parole. Oui, non, Pour non, terminer, je veux qu'on voulais passe à notre juste sujet dire maintenant. que ces pasteurs, la plupart sont en train de tuer à petit coup nos populations parce que même malades, je connais des cas que je ne peux pas citer ici, des gens sont tombés malades, qu'on peut soigner à l'hôpital, des pasteurs leur ont dit n'y allez pas parce que ce qui vous arrive est spirituel, Vous savez qu'il y a des on va le églises qui faire. refusent la transfusion sanguine sur l'infusion de sang. Et les gens sont morts comme ça. Vous connaissez des églises? On en connaît On plein. manque du sang. J'ai dit, on dit en c'est connaît interdit. plein. Il revient à chaque citoyen, si les gens nous écoutent, de pouvoir désormais faire le discernement entre les faux et les vrais. Monsieur. Les églises où il n'y a pas de miracle, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ouais. Aujourd'hui, moi, personnellement, Dieu a opéré un miracle en moi. Ça dit, je me suis réveillé peut-être sans rien. Ouais. Mais en sortant, quelqu'un m'a appelé, il m'a donné l'argent. Oui, c'est Pour un moi, miracle. c'est un miracle de Dieu. Je n'ai pas besoin de rouler.
Je n'ai pas besoin qu'on me traîne dans une église Merci pour dire beaucoup. que Dieu a opéré mon miracle. Monsieur, Quand le pasteur fait merci le beaucoup. geste et que les gens tombent, pourquoi le caméraman lui ne tombe pas? Voilà. Ben, il n'est pas possédé, lui, le caméra. Non, parce que c'est Il son... n'est Abi Alpha. il n'est jamais possédé. Tu sais, juste pour appuyer Tchènian, Et on finit. quand on était étudiant, j'ai eu la chance de faire une villa où un des nôtres, très souvent, on le poursuit, il vient rentrer dans la villa parce qu'on le prend souvent avec les femmes des gens. Actuellement, il est un grand pasteur. Allez-y comprendre. Mon Dieu, c'est un miracle. C'est un miracle, Abi Alpha. C'est un miracle. Oh, mais alors, Bon. un autre sujet. Alors, on va passer à un sujet justement. Je voulais qu'on parle de l'assainissement. Vous savez, avec les pluies de ces derniers jours, il y a des dégâts un peu partout. Mais on va commencer par la ville de Tchévié, justement. Merci beaucoup, Seigneur Arémien. Je l'ai programmé, bien entendu, depuis hier ou avant-hier. Non, depuis mardi. Depuis mardi, voilà. Il n'y a plus d'eau à Tchévié. Et l'eau que recueillent les populations de Tchévié actuellement a des couleurs incroyables. Ferdinand été. Avant de venir à Tchévié, il faut partir de Pia. Vous voyez. Ah oui, Il ce matin, le confrère Liberté en a il faut parlé partir aussi. de Pia. Pia, il n'y a Parce pas que d'eau. Le chef canton ou le chef des us et coutumes, une dame, a fait une interview, a déclaré qu'à Pia, le problème qu'ils ont, c'est le problème d'eau potable. Qui en a pas. Aussi, c'est agri-digital. Qui en a pas. Oui. Qui a pas d'eau potable. Vous voyez. Et Pia, vous imaginez déjà ce que c'est que Pia. Celui qui tient le pouvoir ou ceux qui tiennent le pouvoir depuis 50 ans dans le pays viennent de cette localité-là. Les milliardaires, ceux qui se sont enrichis sur le dos de l'État en volant l'argent dans les sociétés d'État qui sont tombés en faillite à l'appel sont venus de là-bas. Et qu'on vous dise que dans cette localité-là, les gens ont des problèmes d'eau potable. Après 54 ans de règne, il y a forcément un problème. Ça, c'est des signes de la faillite d'un État. Depuis là, maintenant, on descend à Tchévié. Yes. Tchévié, c'est le chef-lieu de la région maritime. Tchévié à 20 km de Lomé avant. Oui. Avec l'extension de la ville aujourd'hui, on peut dire à 15 km. Oui. Et 20 km de Lomé. C'est le chef-lieu de la préfecture, de la région maritime. Il y a une seule route qui traverse Tchévié. Il n'y a je sais pas, l'aménagement est totalement primaire. Et vous allez à Tchévié, les installations de distribution d'eau remontent à l'indépendance. On l'a toujours dit. Et pourtant, c'est une localité qui n'est pas loin du bassin du Zion, où on peut avoir de l'eau, le traiter et alimenter toute cette ville-là. Il y a un château quand même à Tchévié. Oui, mais même si le château ne fonctionne pas, on peut faire de nouveaux investissements. On a le bassin de Zion. On peut sortir de l'eau du bassin de Zion, le transformer, le purifier et alimenter toute cette ville-là depuis des années. Et donc, le phénomène dure depuis des années. Quand vous allez à Tchévié, la ville, c'est une ville de bidons jaunes. Oui. Vous voyez les gens qui... distinctif Oui, de la ville vous de arrivez Tchévié. à Tchévié ou bien vous passez à Tchévié, vous voyez les gens qui ont des charrettes, ils tirent les bidons jaunes, ils sont à la recherche De d'une l'eau. denrée rare, l'eau. L'eau. L'eau qui est la vie. La vie. Oui. Et nous bien sommes sûr. à 20 km de la capitale. Et ça ne dit absolument rien à personne. Et nous avons des ministères de l'eau, des ministères de ceci, des ministères de ceci, des ministères de développement. Et on n'a pas pensé investir au moins une dizaine de milliards dans cette ville-là pour refaire tout le réseau d'adduction d'eau pour que les populations aient de l'eau potable. Et qu'on dise que depuis mardi, même les installations qui existaient ont rompu, il n'y a plus de l'eau. L'eau qui sort des fontaines ressemble, ont une couleur de la boisson locale. Tout on a vu Alors qu'on nous a la appris couleur. à l'école que l'eau a une couleur, n'a pas de couleur. Ah oui, mais ici, chez L'eau, nous, c'est incolore, inodore. ouais, tout ouais, ça. chez nous, ça a même plus de couleur. Donc, l'eau aujourd'hui que les gens recueillent dans leur bassine, ils ne peuvent même pas la boire. Donc, il y a fondamentalement un problème. Et donc, il faut interpeller les autorités pour que les gens arrêtent les discours, les gens arrêtent les gros mots, les gens arrêtent de nous vendre des choses qui n'ont aucun sens, qu'ils aillent sur le terrain et régler les problèmes des populations. Et l'un des problèmes majeurs de nos populations, c'est l'eau. Et vous savez que quand l'eau n'est pas propre, ça crée un certain nombre de maladies. Oui, bien sûr. Hein, vous imaginez, vous imaginez. Et la ville de Tchévié aujourd'hui, c'est le repoussoir. Vous savez que la ville de Tchévié aujourd'hui, c'est le repoussoir de la capitale. Tous ceux qui ne trouvent pas de place à Lomé s'installent à Tchévié. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'avec cette population qui est en train d'augmenter à Tchévié, il n'y ait pas d'eau potable dans cette localité. Parce que même, comment appelle-t-on,
le village qui vient avant Tchévier, à Déticopé, et Dabi et tout ça. Voilà, tout est alimenté à partir de Tchévier, Oui. en réalité. Oui, Abi Alpha Isoto, Ouais, est-ce que c'est pas un problème fondamental aujourd'hui? Ouais, plus on avance, plus ça devient compliqué. Quand nous on était tout petits, je me rappelle dans mon village, il y a des tronçons sur lesquels si tu passes, tu trouves la devanture de certaines maisons, souvent des maisons un peu isolées des villages, où on dépose un petit pot sous un arbre, tout en rempli d'eau, pour que le passant, qui ne soit pas forcé de rentrer dans une maison pour demander de l'eau. Souvent, c'est de l'eau fraîche qui est le petit point entretenu, et puis tu peux te servir en tant que voyageur. Maintenant, l'eau, dans une région comme Kara, on met l'eau dans les jaunes là, dans les bidons jaunes, et on bloque avec le cadenas. Il faut qu'on en parle. C'est-à-dire, l'eau, exactement. Mais si les trucs ont circulé sur les réseaux, on a contacté des amis. Je connais des milieux, moi je suis de Kara, j'ai fait longtemps les milieux, je connais des gens où il y a 3-4 bidons là-bas, et puis, c'est-à-dire, ils se débrouillent avec je ne sais pas comment là, on a un cadenas, comme si pour sortir, tu bloquais ta porte, parce que c'est difficile d'en trouver. Moi, je dis que ce n'est que le début d'un scandale. Ce qu'on a vu à Tchévier là, il aura pire. Je crois que, puis avant Tchévier, c'était ce côté. Quand les gens avaient envoyé de l'eau jaune sortant du canal d'adduction, quelque part on croyait que c'était de l'exagération. Ça tombait avec le moment de l'exode des populations, mais c'était ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, au moment où on nous a déménagé, délogé des villas, j'avais loué par loin de Burkina. Je me suis réveillé un matin, je prenais de l'eau de mon robinet, et de l'eau, c'est-à-dire sortir les petits verres accompagnés de l'eau. Mais si ce que nous disons, l'ancien directeur de la régie peut témoigner, nous avons recueilli, M. Sabi de la HAC était à l'époque mon directeur, j'étais rédacteur dans son journal. Il a aidé à ce que l'autorité là sache que quelque part ça ne va pas. Est-ce que c'était un tuyau qui était cassé et puis l'eau de ruissellement est devenue l'eau qui alimente le quartier, mais c'est comme ça qu'on a vécu quelques jours avant que ça ne passe. Je dis que c'est le début d'un scandale parce que, tu sais, quand il y a 15-20 ans, quand vous parcourez les grands axes, vous allez voir le réseau de télécommunications, même le réseau de diffusion de l'énergie, c'était des poteaux français. Les poteaux en verre. Pas en verre, en fer. Oui, en fer, mais le haut. Les anciens là. Oui, très bien. Les anciens là. Au moment où on mettait ce poteau-là qui ne sont plus d'actualité maintenant, c'est à ce moment qu'on mettait les tuyaux qui sont actuellement en train de nous distribuer de l'eau. Ça veut dire que, contrairement à la télécommunication, à la diffusion de l'énergie, où à un moment donné le réseau a changé, le réseau d'eau, les grands canaux qui partagent l'eau sont restés comme ça. Parce que personne ne voit, c'est sous terre, personne ne voit pour dire que ça c'est vieux. Il faut que ça se casse pour qu'on sache que c'est vieux. Il faut qu'à un moment donné on dit qu'il y a entretien sur le réseau. Et très souvent, je ne suis pas technicien, mais c'est souvent des mélanges de produits. Soit on dit qu'on lave dans le barrage, soit on lave dans les tuyaux. Et quand vous recueillez l'eau à ce moment-là, c'est sale. C'est sale. Vous n'avez plus autre source que cette eau sale-là. Donc je dis que c'est le début d'un scandale parce que actuellement ces réseaux de tuyaux installés avant les indépendances par le moment français, mais c'est dossier, c'est clair. On a beau tout dire, aujourd'hui c'est Tchévier, demain ça sera Néo. C'est-à-dire, c'est devenu des vestiges. Et il faut que l'autorité en prenne conscience. Très bien. Il faut que l'autorité en prenne conscience. Sans oublier les milieux où, naturellement, c'est des milieux, ce qui est déplorable, c'est que tu vas voir, c'est des milieux qui peut croire marécageuse, mais ce n'est pas de l'eau propre. Qu'est-ce que l'autorité fait pour que ce soit de l'eau commerciale? Il y a une auditeur qui nous dit sérieux, le problème d'eau à Tchévier date de près de 20 ans. Alors. Dans la semaine, on a passé 3 jours à Tchévier et on s'est douché juste une fois. C'est vraiment décevant. Ça, c'est un témoignage d'un habitant de Tchévier. Ça veut dire que le problème à Tchévier est sérieux. Il faut qu'on règle ça. Non, je crois qu'il faut prendre le problème de façon globale pour parler de tout le Togo. Oui, bien sûr. Et en matière d'addition, en matière d'addition d'eau, je peux y dire aujourd'hui que le pays revient de très loin.
Quand j'ai dit que le pays revient de très loin, moi j'ai passé mon enfance dans un village, je donne le nom, chez Maître Bouibo. Ah oui. Là-bas, j'ai fait couver, où les gens me confondaient d'être pratiquement un Washi. Ouais. Et donc, très bien la langue quand nous étions à Couvé dans les années 75, 74, ceux qui sont de Couvé, s'ils m'écoutent, ils vont comprendre que vraiment le pays, en matière d'addition d'eau, revient de très loin parce qu'en 75, il n'y a qu'une seule fontaine à Couvé. Il n'y a qu'une seule fontaine où tout un village de plus de 3000 habitants devrait aller s'abreuver en eau. Et donc, il y a des jours où vous n'allez pas à l'école. Sur une semaine, vous avez au moins 3 jours de cours et les autres jours, c'est pour aller chercher de l'eau. Parce que quand vous partez, la queue quitte la fontaine et vous êtes jusqu'à 4 km du village dans la queue. Donc, il faut attendre jusqu'à la nuit. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Et donc, aujourd'hui, quand je vais dans ce village et je vois qu'il y a des fontaines publiques où les gens peuvent librement aller prendre de l'eau, je me dis que le pays vient de très loin. Maintenant, revenons à Tchévié. Comme Ferdinand l'a dit, Tchévié est le chef-lieu de la région maritime. Et donc, vous comprenez que c'est historique. Adi Alpha a parlé en bon technicien, ou sûrement que les canaux de distribution d'eau qui avaient été implantés, peut-être, à l'époque coloniale, ils sont. Mais je crois que l'autorité est consciente de cette affaire-là. Vous savez que depuis un bon moment, il y a eu une campagne d'addition d'eau dans pratiquement beaucoup de villages importants où les gens sont allés implanter des forages publics. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de saisir ce plateau pour dire que dès lundi, tous les gens qui se sont enrichis où ça? Dans ce pays, et qui sont de certaines localités, et que les gens des localités les connaissent, il faut que dès lundi, ces gens-là commencent par poser des fontaines. Tu sais pourquoi je le dis? Non, je veux bien comprendre. Oui, chez eux, parce que c'est bien vrai que la plupart de ce que les populations ont comme attente doit venir des responsables du pays, ceux qui ont en charge le pays. Mais au même moment aussi, nous qui sommes population, nous devons comprendre que, ne serait-ce que même, pourquoi nous balayons nos cours? Pourquoi nous balayons notre devanture? Pour que ce soit propre. Pour que ce soit propre. J'interpelle ceux-là qui se sont enrichis et qui sont connus dans les milieux de faire. En attendant. C'est le rôle régalien de l'État. J'ai dit c'est le rôle. C'est pourquoi je t'ai dit que pourquoi est-ce que nous balayons notre devanture? Pourquoi est-ce que parfois nous-mêmes nous sortons, nous disons ce n'est pas bien? Si ces gens-là le font pour leurs frères de village, le gouvernement fait sa part également, ce serait bon. Je connais le Nigeria, très bien. Pour ceux qui connaissent Lagos, il y a les quartiers administratifs, des quartiers riches. Oui. Vous allez voir que les rues, la plupart des rues de Lagos, même en agglomération dans les couloirs des maisons, il y a les caniveaux, il y a le goudron, ou alors il y a du pavé. Ce n'est pas forcément le gouvernement qui le fait. C'est les habitants eux-mêmes qui s'entendent. Chacun. Non, j'ai dit. Je pose un problème d'interpellation à toute la population togolaise au civisme. Je vous donne un autre exemple. Allez voir le Rwanda. Comment est-ce que le Rwanda est propre? Et qu'on le dit. Oui. J'ai lu un truc la dernière fois où on dit que sur 100 maisons, il y a un chef de quartier. Au Rwanda, à Kigali, on compte les maisons. 1, 2, 3, 4 et 100 maisons. Il y a déjà un chef qui s'occupe et de la propriété et de tout de ces 100 maisons. Et je me dis que nous en venons, oui. Mais il faut que les gens prennent conscience que quand ils ont les moyens et qu'ils s'œuvrent par méchanceté leurs proches parents, demain ils partiront laisser tout ça. Il y a un auditeur qui nous dit Tchévié, ville martyre, future capitale du Togo, chef-lieu de la région maritime, reste et demeure un gros village, poussiéreux, boueux et primaire.
à l'instar de toutes les autres villes du pays, nous dit l'auditeur. C'est une zone, Oui, c'est une zone vraiment perdue. Non, moi je pense que par rapport à ce que Tchagnon a dit, l'exemple du Rwanda qu'il a donné, moi je pense qu'au Rwanda, c'est une impulsion de l'État. C'est quelqu'un qui a décidé, c'est depuis le sommet, on a dit, on veut un pays comme ça. Et l'État et la personne qui a eu la vision s'est impliquée. Et pour vraiment transformer le pays de manière structurelle, je ne sais pas si vous voyez. Oui, mais chez nous ici, même les gens qui ont eu à dire que dans leur village il n'y a pas d'eau, je vous donne, je fais des confidences, hein, ils ont été sermonnés. Ah bon? Je ne sais pas si vous comprenez. Le chef là, notamment. Mais je te dis, ils ont été sermonnés. Que pourquoi et même celui qui a même diffusé l'information a été sermonné. Comment est-ce que Jean, pourquoi tu allais dire ça? On sait qu'il n'y a pas d'eau, mais pourquoi c'est toi qui dis ça? Ça veut dire que même au sommet, oui, ça veut dire même qu'au sommet de l'État, on n'est même pas conscient que le problème est réel, qu'il faut le régler. Non, mais ils sont conscients, c'est pour ça qu'ils disent. Si, vous le dites. Oui, mais ça dit que si les gens ne le disent pas, comment est-ce qu'on va régler le problème? Et donc, c'est ça la réalité. Et vous voyez, par exemple, comment appelle-t-on, même à Lomé ici, on parle de Tchévier. Parce que Tchévier, c'est le cas qui est en train de... c'est le cas scandaleux qui est en train d'attirer notre attention. Bien sûr. Mais à Lomé ici, il n'y a pas d'eau dans les quartiers. Je suis désolé de le dire. Oui. À Lomé ici, il n'y a pas d'eau dans le... Il n'y a pas d'eau dans les quartiers. Des anciens quartiers comme les nouveaux quartiers, il n'y a pas d'eau. Quand vous construisez votre maison dans un nouveau quartier à Lomé, c'est vous qui faites le forage. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de canalisation. Et donc les gens sont, ça veut dire qu'on sent même que pour ce truc basique, l'État n'existe pas. Vous allez par exemple à Zanguera, vous construisez une maison, vous mettez votre propre forage, sinon l'État ne vous donne, il n'y a pas d'eau. Vous allez, je ne sais pas où, à Déticopé. Il y a une notion qui me dit que jusqu'à présent, à Kouméa, il n'y a pas d'eau potable de la TDE, mais que des forages. Oui, il n'y a pas d'eau. Donc ça veut dire que l'État même a démissionné. Et dire que dans ce pays, on est en train de nous miroiter l'émergence. Alors que pour émerger. Oui, mais pour émerger, il faut d'abord boire de l'eau potable. Il faut manger à sa faim. Il faut avoir les services les plus élémentaires. Et donc, il faut que les gens arrêtent de nous blaguer avec des histoires. Non, il faut régler les problèmes. Et il faut retirer l'argent chez les gens qui ont volé l'argent pour aller développer les localités et mettre de l'eau pour que les populations boivent de l'eau. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a des milliardaires dans des zones où les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Quand vous prenez Tchévier, là, il y a les ADJ. Quand vous prenez les Pia, là, il y a les gens qui ont volé de l'argent. Il faut les prendre. Et prendre l'argent pour mettre les forages pour les gens. Bon, d'accord. Bonjour Fabrice Sekezi. Oui, bonjour. Ce n'est pas une intrusion, j'étais un invité. Bien entendu. Légèrement en retard. Parlons-en. Tu sais, moi, j'ai fait des milieux désertiques. J'ai connu un milieu, une localité. Vous avez fait tous les milieux. J'ai connu une localité comme Tombouctou, où ils sont à 45 degrés à l'ombre. C'est vraiment le désert. J'ai connu beaucoup de milieux arabes où c'est vraiment le désert. Ou si tu vois un arbre debout dans la verdure, c'est qu'on l'arrose. Dès le premier jour où on plante l'arbre, il y a un petit robinet qui est permanemment à ses pieds pour qu'il grandisse. Maintenant, si dans ces milieux les gens se plaignent de l'eau, je comprendrais. Sur le plan Togo, si on dit que actuellement c'est vers Sinkassé où ils sont en train d'approcher vers le climat burkinabé, bon, on peut plus ou moins trouver des circonstances atténuantes. C'est à Tchévi à côté ici. Je dis que ce n'est pas... Exactement, je viens. Attendez, prenons le cas spécifique là. Oui, parce que quand vous parcourez cet environnement, que ce soit sur le plan urbain, au sein de la ville ou bien dans les périphéries, tu sens que ce n'est pas un milieu désertique. C'est un milieu qui a de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau potable. Qu'est-ce que l'autorité fait pour que cette eau potable-là soit maintenant une eau qui peut servir? Qu'elle soit une eau propre, qu'elle soit potable. Ce n'est pas que l'eau, tous les milieux du sud où les gens souffrent énormément d'eau, ce n'est pas du désert là-bas. Mais l'eau là, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle sorte de son état de l'eau imbuvable pour qu'elle soit buvable? C'est là la question. Donc moi je pense ici que c'est un peu dégueulasse parce que gouverner c'est prévoir. Je disais tout de ce que on a changé les poteaux du temps colonial. Mais ces tuyaux-là sont là-bas et l'autorité dit quoi? Vous pensez que c'est de la magie, ça va rester là-bas éternellement?
Ces tuyaux-là ne vont jamais péter. Oui, mais quand ils vont céder, on va peut-être les remplacer. J'en sais absolument rien. Merci beaucoup, Abi Alpha Isotou. Il y a le temps qui dit que Ferdinand a raison. À Agoué-Sourade, il n'y a pas d'eau potable. Même là, ils veulent faire leur hôpital de référence. La zone n'a pas d'eau potable, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, je me souviens même que le chef canton défunt de l'autre, Togbe Passa, je pense que c'est le Tchévier, avait dit que c'est parce que Tchévier ne vote pas pour le régime qu'on nous laisse comme ça. Et en cette année, 2013, lors des élections législatives, ils ont eu 2 députés unir, ce qu'ils n'ont jamais eu. Mais c'est le statu quo, nous dit donc l'auditeur. Il est 12h sur la radio. On va marquer une pause et on revient juste après. Retour du tube dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Nous n'aimons pas le conformisme, mais les débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Il est 12h, 2 minutes sur radio Taxi FM Lomé. Avant de retrouver les confrères Ferdinand Haïté, Abi Alpha Isotou, Fabrice Tchézi et Tchania Ouarimiaro, on a rétabli la liaison avec la rédaction de Taxi FM et c'est avec Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Vous êtes au programme pour 12h45, c'est Taxi Midi. Quel est le contenu de votre journal, Jean-Marie? Eh bien, Lomé, capitale des responsables de Hub, ils y sont pour l'élaboration de projets de politique publique pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Kobo 360, plateforme numérique pour les soucis dans le domaine du transport terrestre. Le lancement officiel a lieu jeudi à Lomé. Et puis, l'étude de la FAO en collaboration avec le gouvernement sur les déficits de données dans la filière fruits et légumes. On en parle avec les différents acteurs. En fait sport, ASC Kadekara reprend le fauteuil de leader de la D1 qui a bouclé jeudi la 20e journée. Voilà le menu du midi 45. Très bien, et ce sera avec vous, Jean-Marie Lebas. Merci beaucoup, Jean-Marie. Nous parlerons en politique tout à l'heure avec ce qu'on est en train de voir depuis quelques jours et la coalition qui a finalement fait son bilan de ces 18 mois de lutte politique. On va en parler avec les confrères. Mais encore un mot sur ce qu'on évoquait avant la pause. Un auditeur qui nous dit, parlant de l'eau, nous, les populations riveraines du 4e lac, n'avons plus d'eau dans nos puits. Mais le pire est que la machine continue de draguer le lac malgré que l'ouvrage est déjà réceptionné. Nous dit donc Yves qui nous avons donc ce message. Je ne sais pas si vous voulez placer un mot sur la question, Fabrice. Oui, justement, à ce niveau également, il faut dire peut-être à celui qui a écrit de faire attention également avec ce lac-là, parce que ça aussi c'est un autre problème. Un lac qui était censé contribuer à l'assainissement, mais quand vous y retournez aujourd'hui, vous allez voir que c'est l'insalubrité, c'est devenu carrément un dépotoir. Il faut que les populations environnantes fassent un peu... Mais là-dessus, justement, l'autorité dit qu'elle veut frapper par rapport à l'assainissement des gens qui se comportent mal, l'incivisme. Oui, bon, j'espère bien que frapper va contribuer à résoudre le problème, sinon les gens vont se cacher et jeter. Je crois que ça doit changer un peu dans le mental par rapport à cela, et c'est important parce que effectivement, c'est des zones où très souvent, lorsqu'il y a des pluies, il y a des inondations et tout cela, il y a des problèmes de canalisation, d'assainissement, et c'est pour cela qu'on a fait ce 4e lac-là. Il faut naturellement le draguer, parce que si on ne le drague pas, il finira par, il y aura des dépôts de sable, et finalement, il ne pourra pas jouer naturellement son rôle. Est-ce que c'est ça qui fait que l'eau ne vient pas dans les puits? Bon, il faudra que les spécialistes nous expliquent. Et donc, aujourd'hui, le problème du Togo, et c'est vrai, on n'a pas de problème d'eau, on a des problèmes d'eau potable, naturellement, puisque si c'est l'eau, il y en a partout. Quand même il pleut, on a même des problèmes. Mais comment faire de telle sorte que peut-être cette eau puisse servir à quelque chose, même si c'est des forages qu'il faut faire, quel type de forage il faut le faire techniquement pour que ce soit vraiment de l'eau buvable. Parce qu'on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous prenez même la ville de Lomé avant d'aller à l'intérieur, toute la ville ne bénéficie pas de l'adduction d'eau potable. Quand vous prenez Lomé, à part les anciens quartiers, et puis peut-être jusqu'au niveau de Agoué Séminaire, ça s'arrête là, un peu vers Confi, ça s'arrête là. Mais le reste, tout ce que vous voyez comme maison, les gens se débrouillent avec des forages creusés sans l'appui des techniciens naturellement, puisque l'eau appartient à la TDE et généralement il faut avoir une autorisation avant de la boire. Il faut faire des tests d'abord, mais bon, aujourd'hui on fait fi de là, on se contente juste de la
couleur de l'eau pour dire que bon, Bon, c'est bon et que c'est consommable. Et après ça crée des sérieux problèmes de santé dans lesquels l'État met beaucoup d'argent également. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est un sérieux problème. Ces nouveaux quartiers-là, au même moment où on tire les poteaux électriques et tout cela, comme l'a dit Abi Alpha, il faut également accompagner ça de canalisation pour de l'eau potable. Même s'il faut à un moment donné peut-être augmenter le prix de l'eau potable, ce serait encore mieux parce que aujourd'hui sur le plan des télécommunications, on nous parle de Wi-Fi qu'on veut étendre un peu partout, même les gens ne seront même pas capables de, je sais pas, d'avoir des abonnements pour se connecter. Mais de l'eau potable, je crois que tout le monde va souscrire. Donc il faut vraiment voir ce côté-là, ne pas tellement voir seulement les côtés où on se dit que peut-être ça va rapporter vite de l'argent. Et je le dis, même si ça ne rapporte pas de l'argent, ça fait dépenser l'État parce que tout ce que l'État mettra pour soigner les gens qui sont victimes des maladies liées à la consommation de l'eau potable, si vous faites les calculs, vous allez vous rendre compte que parfois les télécommunications ne rapportent pas assez d'argent que ce que l'État dépense dans les problèmes de santé publique. Très bien. Parlant toujours de l'eau, je voudrais inviter les services de l'État. Je pense que c'est le ministère de... On a encore un ministère de l'eau, je n'en sais plus. Oui. Mais on en a. Oui. Voilà. Et pour réglementer... Il a été même renforcé avec un délégué. Et réglementer la question des pure water. Parce que nous parlons de l'eau, il faut évoquer aussi ce cas. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un fait un forage dans sa maison, il va chercher une machine, je ne sais pas, au Ghana, il achète quelques papiers là, et puis il fait de l'eau, il met sur ça Systagrace, je ne sais pas quoi, ou ils ont plein de noms, et puis bon, il met sur le marché. On met des numéros d'autorisation, mais on ne sait même pas si c'est réel, et donc, c'est question de pure water. En même temps, il y a des inspections très régulières dans le domaine. Mais je pense qu'il faut que ces inspections soient beaucoup plus renforcées parce que moi, je suis convaincu aujourd'hui que cette histoire de pure water là, il y a vraiment de n'importe quoi. Et puis, il y a le volet environnemental. Tous ces sachets qui sont rejetés dans la nature, tous les dégâts que ça crée, il faut véritablement régler le problème. On sait que bon, les bonnes fontaines, il n'y a pas de l'eau qui sort tous les jours. En même temps, la question des pure water, il faut régler ça. Très bien, messieurs. Merci beaucoup sur ce sujet. On va aborder maintenant la question politique et la présidentielle de 2020 qui s'annonce déjà. On voit que des gens se mettent donc en ordre de bataille. D'abord, la coalition des 14 partis de l'opposition, elle qui a organisé il n'y a pas longtemps, on va dire, sa journée de réflexion, 2 jours de réflexion. Les conclusions ont été rendues publiques lors de la conférence de presse donc mardi dernier. Tchanyao, Aremiao, la C14 aujourd'hui dit qu'elle n'a pas vraiment échoué, mais les objectifs au début n'ont pas encore été atteints. La lutte continue, on se restitue. Comment est-ce que vous analysez ça? Non, mais je crois que, qu'est-ce que vous voulez que la C14 dise? Vous voulez qu'elle dise qu'elle a tout échoué, qu'elle abandonne? Non. Les gens ont tenté quelque chose, nous l'avons vu nous tous. Les gens ont tenté de prendre le pouvoir par la rue, ça n'a pas marché. Et ils ont refusé de participer aux élections législatives. Et ce qui les intéresse plus, je pense, ce n'était pas forcément ces législatives, c'est le pouvoir lui-même. Et donc, les enjeux de 2020 qui ont commencé par se pointer à l'horizon ne peut pas laisser l'opposition, ne peut pas laisser l'opposition perplexe. Elle doit avoir son plan. Et je crois que si vous regardez bien, si vous suivez bien le regard de tous les leaders de cette opposition, il n'y a que ça aujourd'hui. Il y a les locales 2020 qui intéresse tout le monde. Et je crois que ça va être très serré, ça va être dur, puisque d'aucuns savent déjà que la machine Fabre a commencé par s'organiser. On a tenté une conférence parce que juste on veut venir faire croire aux gens qu'il faut avoir un candidat unique. Et ce candidat ne peut avoir qu'un profil. Et ça, on veut le montrer aux autres. Vous avez vu comment les gens ont fait abstention à la conférence. Le CAR, le PNP, beaucoup d'autres partis qui étaient de la coalition. Donc, tout le monde a conscience qu'il y a 2020. Tout le monde sait que c'est 2020 qui intéresse les gens. Et c'est par rapport à justement 2020 que les gens disent qu'ils sont en train de s'organiser et nous attendons de la... Abia Saïd de tout, la C14 aujourd'hui, sinon certains veulent qu'on les appelle la C9, ça dépend. Elle se réorganise aujourd'hui pour 2020, mais aussi pour les locales, à condition, et c'est ce qui a été précisé, que des réformes soient faites.
Oui, je crois que aussi longtemps que les réformes ne sont pas faites, ça serait un leurre, tout ce qui serait élection dans ce pays. Ce ne sont pas les élections qui ont manqué au Togo. On en a eu par rapport aux élections en tant qu'élections. Techniquement parlant, les calendriers ont toujours été respectés. Il y a eu toujours vote. Sauf que c'est comment aboutir à ce vote, comment assainir le terrain, comment organiser pour que le vote puisse vraiment permettre à la veuve et à l'orphelin de s'exprimer, de se retrouver dans les résultats. C'est ça qui est le problème. Maintenant, puisque ça se prépare sur une durée, le vote, ce n'est pas seulement le jour où on met le bulletin dans l'urne, c'est tout un processus. Et c'est le processus-là qui est souvent vicié et ça accouche des scandales. Avec mort d'homme au Togo, c'est de ça que le pays souffre. Ce ne sont pas les élections qui ont manqué. C'est pourquoi il ne faut pas aller aux élections pour aller. Et ça a été un combat de longue date. Faire les réformes de façon à ce que tous les départements qui interviennent dans la collecte, dans l'annonce, dans l'exécution du processus puisse être, ne soit pas acquis à un seul individu, bien à un camp politique. C'est ce qu'on a malheureusement. Donc, je crois que la coalition, et vous avez dit ici que c'est un groupe où les gens se sont retrouvés par circonstances, et je vous faisais rire avec l'histoire de la sauterelle et du crapaud, où ils sont obligés de faire même route parce que le feu est derrière. Donc, je crois que actuellement, c'est vrai, on peut de suite dire qu'il faut se réorganiser, tout ça là. Bon, dans la même boîte où les gens ont fait ce qu'on appelait l'unité d'action pour résoudre un problème donné, certains ont dit que ce n'est pas l'organisation qui a manqué, plutôt la mobilisation. D'autres disent que c'est l'organisation. Si c'est l'organisation, on a plein d'experts. Comment organiser un groupe de 14 personnes, ce n'est pas un miracle. Comment 14 partis vont se retrouver dans un groupe, s'organiser, créer des structures, toi tu t'occupes de ça, toi communication, toi ceci. Comment on va mailler le pays sur le papier dans une chambre à 4 murs, ce n'est pas un miracle. On n'a pas besoin des experts pour faire ça. Maintenant sur le terrain, ce peuple-là, tout de suite, on en a beaucoup débattu, où les gens pensent que leur salut c'est dans des églises, c'est dans la boisson, c'est dans une croyance aveugle à un certain Dieu quelque part qui n'existe pas forcément. Comment conscientiser ce peuple-là? C'est ça, toute la difficulté. C'est ça. Maintenant, pour qu'elle soit consciente que si elle ne se met pas debout pour se prononcer sur comment elle est gérée, ça va être toujours le statu quo. Donc, c'est ça qui a été la pomme de discorde. Les gens estiment que mettons l'énergie plutôt pour la mobiliser. D'autres disent organisons-nous. On s'organise. 14 personnes vont s'organiser dans une chambre pour changer le pays. Il y a quand même la mésentente, elle est réelle aujourd'hui, en tout cas au niveau de la coalition, même si on tente de le cacher, c'est au grand jour désormais. Vous en avez parlé, vous, Fabrice, le cas du PNP, et sa position qui est un petit peu ambiguë vis-à-vis de la coalition aujourd'hui, c'est clair, hein? Oui, bien évidemment, parce que lorsque le PNP a répondu absent lors de la dernière journée de réflexion, il y avait quand même des interprétations qui étaient là. Pourquoi le PNP, qui fait partie des principaux partis donc de cette coalition, n'a pas participé à cette journée de réflexion? Et on m'a donné, tout de suite on a pensé à une certaine fissure, c'est-à-dire un désamour entre le PNP et le reste. Mais à leur conférence de presse, ils n'ont pas été non plus clairs pour dire que nous ne faisons plus partie de la coalition. Mais à voir les actions sur le terrain, on a quand même l'impression que, contrairement à d'autres partis, le PNP bénéficie plus ou moins d'un statut spécial où il peut faire tout ce qu'il veut. Il fait ses réunions, il prend ses positions, il dit ce qu'il veut. Mais quand un autre parti tente de le faire, on vous tape sur le bout des doigts.
Et c'est comme cela, il a fallu que pour que des partis vraiment puissent peut-être faire comme le PNP, il fallait carrément afficher clairement leurs intentions pour dire, bon, je suspends ma participation comme un peu Fulbert Atisso a fait, c'est ce qui lui permet aujourd'hui de dire également à ce qu'il pense. Mais ça aurait été un autre parti, et tout de suite, on va vous taxer de vouloir faire un double jeu ou alors rouler pour le pouvoir et autres. Mais pendant longtemps, dans cette C14, moi, je n'ai jamais vu de cohésion dans cette C14. D'abord, quand vous prenez, c'est une coalition qui portait déjà les germes de son échec dès le départ. La façon dont les gens se sont retrouvés, c'est-à-dire que c'est des alliances contre nature. Vous voyez la guerre entre le CAR et le FDR qui s'en va, qui crée son parti politique. C'est forcément pour des raisons liées à des divergences politiques, naturellement. Et puis, quelques mois plus tard, ces deux partis-là disent qu'ils se retrouvent au sein d'une coalition où ils vont plus ou moins planifier des choses et agir ensemble. Non, les gens n'ont fait que taire pour un instant leurs préoccupations personnelles dans l'intention d'une coalition parce qu'à un moment donné, on avait une mobilisation et certains ont pensé que bon, peut-être que ça pouvait permettre de faire bouger les lignes et si par bonheur, il y a partagé un peu le butin qui ne soit pas... Or, vous avez vu, à un moment donné, des gens même bousculaient, mais c'est comme si on dit non, c'est déjà fermé. Vous êtes venu un peu tard. Alors, on n'ouvre plus la vanne. Et donc, maintenant qu'on est allé, l'objectif poursuivi, maintenant qu'on ne l'a pas atteint, naturellement, il y a une sorte de désenchantement. Ceux qui croyaient que peut-être la chose allait aboutir et qu'il aurait pu profiter de certaines choses, ils peuvent se dire tout à l'heure que, bon, apparemment, cette affaire-là, ce n'était pas la bonne affaire. Le cas du CAR, par exemple? Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas, pendant longtemps, on a vu des coalitions, le Arc-en-Ciel, le CAR qui n'était pas dans le FRAC et tout cela et autres, même ils sont revenus de Paris, et ils sont ressortis tout à l'heure et autres, tout ça là. Mais c'est la dynamique du 19 qui a amené des gens à se faire des illusions sur comment ça allait déboucher. Tout le monde avait pensé que peut-être cette fois-ci était la bonne. Et donc les gens, d'une manière, en n'ayant pas forcément les mêmes idées, se sont retrouvés dans une coalition. Et quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Même quand on tentait de sauver la face, pendant longtemps, on sait ce que les gens disaient quand ils se retrouvent dans leur coin. Et nous, on voyait déjà les fissures. Il y avait plein de cafards qui s'étaient déjà introduits dans le mur qui est lézardé. Maintenant, lorsque les carottes étaient cuites avec les législatives dernières, naturellement, ceux qui étaient dans cette logique-là considèrent tout simplement que, bon, nous croyons que nous n'avons pas tenu le bon bout. Et peut-être qu'il faut en tout cas, aujourd'hui, au niveau de la coalition, les élections locales, on va y participer, mais à condition que les réformes soient faites d'abord. C'est aussi ça, l'autre bout que tiennent les responsables de la coalition. Ferdinand, vous aussi, vous revenez sur la remobilisation pour l'alternance en 2020 qui est évoquée au niveau de la C14. Et sur ça, des résolutions sont prises aujourd'hui pour un nouveau départ. Oui, c'est ce qui a été dit à la dernière conférence de presse avec le résidu du groupe qui est là. Je ne sais plus si c'est la C14 ou la C9 ou la C10, je ne sais plus trop. Mais il faut quand même préciser que le problème qu'on a au Togo, ce n'est pas le problème de mobilisation. On a un problème de stratégie et vous voulez dire que le peuple est déjà vent debout. On a un problème de stratégie et d'offre politique. Parce que on ne peut pas me convaincre que ce peuple qui est resté dehors pendant des mois, et que moi qui ai été militant, j'ai vu des grandes mobilisations dans ce pays, que les Togolais ne sont pas mobilisés. Le problème, ce n'est pas les Togolais. Le problème, c'est la classe politique. Et ça a été bien démontré quand on donne de l'ordre, par exemple, de boycotter les élections, on a vu comment ça s'est passé. Et donc le problème, c'est le problème de la stratégie, de l'offre politique. Parce que quand vous mobilisez, c'est ce que par exemple Monseigneur Podjoura a dit, vous mobilisez pour en faire quoi? C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. Par exemple, quand vous êtes 14 dans une coalition, Fabrice vient de le démontrer, c'est autour de quel leadership que ça se joue. Et derrière, il y a quelle offre politique. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un travail fondamentalement de fond qui a été fait avec je sais pas, une ligne très claire. Voilà là où nous sommes en train d'aller. Voilà comment nous voulons prendre le pouvoir. Voilà comment nous voulons gérer. Voilà comment nous allons faire les choses. Le peuple était debout. Le peuple était debout parce que si on dit oui, il faut mobiliser tous les coins, les recoins du pays avant d'avoir une solution, on n'a jamais vu ça nulle part.
Le peuple était debout dans toutes les grandes villes. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça le fond du problème. Ça veut dire que derrière, il n'y a pas eu un leadership assumé, il n'y a pas eu une offre politique claire et nette. Les gens étaient ensemble, mais chacun avait, excusez-moi, c'est un petit calcul. Et c'est ça qui a fragilisé en réalité la lutte. Maintenant que les gens sont en train de prendre chacun essaie de prendre sa propre route, moi je l'ai dit dans plusieurs émissions, il n'y a pas... nous devons comprendre, ou dans l'opposition, les gens doivent comprendre qu'il n'y a aucun salut à faire cavalier seul. Et la plus grande leçon qu'il faut tirer du 19 août, c'est aussi ça. Parce qu'il y a justement eu un chaînon manquant, que ça n'a pas abouti et qu'on a dit, bon, il faut qu'on se mette ensemble. Alors, si les gens disent, bon, on va faire seul, ou bien d'autres groupes disent aussi, nous aussi à 2 ou à 3, on va faire seul, ça n'aboutira pas. Parce que dans ce pays, par rapport à notre sociologie, par rapport à l'histoire du Togo, c'est en parlant à tous les Togolais, c'est en essayant de rentrer dans un creuset et en portant un projet qui unit tous les Togolais que les gens vont s'en sortir ou que les gens vont aller au bout de leur projet de l'alternance. Parce que notre pays est tellement émietté, il y a tellement de susceptibilité que quand quelqu'un est devant, la première réaction que les gens font, c'est que, bon, il est doux, avant de le suivre. Alors, si vous émiettez les forces, vous émiettez aussi vos capacités de mobiliser tout le pays. Et donc, moi, je pense que lorsqu'on sort d'un processus comme celui du 20 décembre, il y a forcément des contre-coups à gérer. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a des petites histoires, des humeurs, mais il faut essayer de prendre de la hauteur, de gérer tout ça de manière responsable pour s'entendre sur l'essentiel et évoluer. Sinon, la guerre actuelle là, ou bien tout ce qui se dit de part et d'autre là, c'est le régime qui est tranquille et il regarde faire. Et il observe visiblement, et on peut se poser la question, à qui cela profite-t-il réellement aujourd'hui? Alors, au-delà de ce sujet lié donc à la coalition, vous savez, cette semaine, il se passe quelque chose d'important, et les Togolais, on en a parlé nous aussi dans nos débats ici, c'est ce qui s'est passé en Algérie. En Algérie où Abdelaziz Bouteflika a été contraint d'accepter à renoncer à son... Il n'a pas renoncé. Il n'a pas du tout renoncé. Les gens sont en train de faire une interprétation erronée. Il dit qu'il sera plus candidat. Non, il a dit les Algériens voudraient le départ de Bouteflika. Ils n'ont pas obtenu les élections ni le départ de Bouteflika. Bouteflika dit, je ne prends pas un cinquième mandat, mais je prolonge le 4e. Ça veut dire que le 4e peut même être prolongé de 10 ans. Il n'a pas dit qu'il le prolonge. Il n'a pas dit, mais dans les faits, ça se fait. Mais c'est ça, il reporte les élections et il prolonge les élections. Sur le sujet. Je crois que le monde entier a suivi ce qui se passe en Algérie. Et j'ai toujours été triste quand je vois que lorsqu'un fait se produit ailleurs, les gens ont envie de s'en réjouir en se disant, ah voilà ce qui s'est passé là-bas. J'évoque le sujet. Mais je voudrais excusez-moi, le confrère Togo Matin aussi en a parlé ce matin. Peut-on trouver des similitudes entre le Togo et l'Algérie aujourd'hui? Je crois que chaque pays, pour le temps, je l'ai dit, a sa réalité et ses spécificités. Et je ne veux pas que nous nous transportons comme nous l'avons fait entre-temps au Burkina. Quand ça s'est passé ailleurs, nous nous sommes transportés du Togo. Non, je veux que les Togolais, que nous soyons sur notre terre, la terre de nos aïeux. Mais au même moment, je voudrais que les gens sachent, quand ils s'engagent en politique ou quand ils veulent faire des débats politiques, qu'ils sachent que la politique, surtout africaine, elle se joue beaucoup plus loin de ce territoire, de ce petit continent africain-là. Et donc si Bouteflika, malgré tout ce qui se fait chez lui, dit « je vais trouver une formule pour prolonger mon mandat, le 4e que je tiens », ça veut dire que quelque part, il y a eu des coups de fil qui se sont... Peut-être il a échangé et on l'a rassuré et ça se passe comme ça se fait. Ce n'est même pas lui, c'est les généraux. Lui, il ne comprend rien. Je comprends, mais on va évoquer le rôle de l'armée. Il ne comprend rien. Le rôle de l'armée, je voudrais venir là. C'est ce que je voulais dire. Voilà, justement. Au Togo, comme dans beaucoup de pays africains, l'armée a sa partition. L'armée a sa part. Et quand c'est elle, ou surtout dans le cas algérien, l'armée, c'est elle. C'est elle qui fait tout, c'est elle qui dit tout. Et j'ai dit
un jour, je ne sais pas si c'est à Donc ce plateau. c'est elle en réalité qui s'est encore prononcée dans le C'est cadre comme, de ce en cas. même temps, j'ai dit, Ce j'ai n'est pas échangé, forcément la rue. j'ai rencontré Goukounou Edei au Cameroun et on a échangé pendant au moins 30 minutes. Et Goukounou nous a expliqué que tu es président. Il avait toujours ses cheveux là. Oui, tu es président, mais ce n'est pas toi, au fait, qui fait le pouvoir. Les gens pensent que tu incarnes le pouvoir. Mais le pouvoir, c'est beaucoup d'autres personnes invisibles. Oui, mais Et ces ça a été personnes-là, toujours comme ça. voilà, et ces personnes-là, ce sont les généraux, ce sont ces personnes-là qui trouvent que, ah, monsieur le président, si tu pars, tu auras affaire avec nous. Nous avons fait ceci pour toi. Nous sommes en train de faire ça, c'est à cause de toi. Donc, ne bouge pas, mon président. Et c'est comme ça, ça se fait. Et c'est ce qui se passe en Algérie. Et le jour que ce pouvoir-là, les fidèles ou les patrons de ce pouvoir-là diront que Bouteflika, maintenant c'est bon, tu pars, il partira. Bien, Abiel ça. 1 minute Ouais, 30, ouais, parce que je veux qu'on ouais, aborde ouais, le cas de je François crois Bokar aussi. Oui, je crois que parfois ce qui se passe avec nos regroupements politiques, ça fait rigoler. Tu sais, on aurait aimé voir autre chose que ça. Malheureusement, c'est vrai, la dernière fois, après un colloque, la dernière fois, des gens sont retrouvés pour restituer les résultats. Nous avons lu et nous avons écouté et vu la vidéo. Là où ça fait rigoler un peu, c'est que les gens, c'est comme on est ici, on a commencé quelque chose ensemble. Peut-être Eric a fait une initiative. On a, à partir de l'initiative d'Eric, on a commencé quelque chose. À un moment donné, pour une mise en entendre Eric, ou bien Eric et 2-3 personnes, Eric se retrouve à dire un peu à côté pour observer. Et nous, on se retrouve, on dit, bon, l'émission là, c'est fini. C'est-à-dire, nous, soit on décrète une fin de l'émission, alors que on l'a commencé dans l'esprit d'ensemble, sans avoir l'avis de tout le monde, un groupe, puisqu'ils sont 14 au départ, c'est ça qui leur donne le nom. Non, à un moment donné, on a quitté le débat là, Abi. Ouais. On a quitté le débat, on est sur l'Algérie. Je crois que... la parole sur... On est revenu sur le cas de l'Algérie, du Togo. Hein. On est en train de parler de l'armée. Non, je crois que c'est le sujet politique qui a accouché oui, de... Je pense que dans ce débat, le cas d'Algérie n'est qu'une parenthèse. C'est ça que moi, je crois avoir compris. C'est pas une parenthèse. Je crois avoir compris. Donc, et puis, on parle de la mobilisation. Bien sûr, allez-y. Vous comprenez. Donc, et tout de suite, on a commencé ensemble. Entre-temps, Eric Sorcer, il dit, c'est fini. Sans que nous tous, on s'attende. Non, c'est pourquoi moi, il dit que c'est encore possible de colmater les brèches. Contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'on ne peut pas tout de suite facilement. Et puis, quand on est ensemble, il y a un minimum qu'on ne fait pas. Si là où nous sommes là, on veut faire une réunion, on a beau être des experts, souvent c'est le jour de la réunion qu'on a l'ordre du jour, c'est-à-dire de quoi on veut parler. Mais quand on veut faire une réunion demain, aujourd'hui, on dit que bon, Eric, demain c'est de ça, on veut parler. Celui qui ne veut pas qu'on parle de ça, qu'il laisse ça à la maison. Est-ce que ça encourage l'esprit du groupe? Non. Donc voilà autant de pépins qui n'encouragent pas le bon vivre dans ce groupe-là. Maintenant, cela porte à tête. Contrairement aux amis, moi je continue par croire qu'il faut encore de la mobilisation. Ce n'est pas toutes les villes qui ont été maillées. Tout de suite, on peut. Le Togo n'a pas 10 villes. Le Togo n'a pas 10 villes. Il y a des villes depuis cette affaire-là. Je pense qu'on a encore besoin de la mobilisation. Merci beaucoup. Et si les gens s'entendent autour de cet objectif, alors ça peut aller. Pour aller vite, Fabrice maintenant, sur le sujet de l'Algérie. Oui, sur le sujet de l'Algérie et la mobilisation. Non, moi, je suis d'accord avec Ferdinand pour dire oui, mobilisation, mais vous n'allez pas attendre que même les fétiches viennent à des manifestations avant d'obtenir ce que vous voulez. Quand on parle de la presse taillée, on parlait de millions de personnes. L'Égypte, ça fait combien? Je crois que c'est plus de 60 millions de... Donc, on peut... Mais je crois que les mobilisations, contrairement à ce qui a été dit ici, ont porté quelque part ce fruit. Mais je crois qu'à un moment donné, effectivement, on n'avait pas un objectif clair. Parce que le 19 août, c'était quoi? Retour à la constitution de 92, vote de la diaspora et autres. Hein. Oui. Mais à un moment donné, le gouvernement a cédé, il a accepté le dialogue et tout cela. Mais sauf que au fil des temps, il y avait certaines revendications qui venaient se greffer, puisque de retour à la constitution de 92, à un moment donné, on a parlé du départ immédiat du chef de l'État. On dit même que s'il y a dialogue, c'est pour discuter des conditions du départ. Et donc, il y avait un fourre-tout et finalement, finalement, on ne comprenait pas exactement. Mais parlant de l'Algérie, je crois qu'il y a une similitude avec le Togo. Je reviens en 2005.
quand Faure Gnassingbé a pris le pouvoir juste après la mort de son père, il y a eu des manifestations, il y a eu une mobilisation où, à un moment donné, je crois qu'il y a une partie de notre histoire que les gens oublient un peu. Faure a démissionné. Oui, bien sûr. Oui, Faure a démissionné. Sous pression. À un moment donné, il a dit non, je termine le mandat de mon père, et puis bon, je organise. On dit non. Et finalement, il a démissionné pour se conformer à la loi et être candidat aux élections qu'il a finalement remportées, même s'il n'est pas le lieu de revenir sur les conditions. Ce qui est sûr, c'est qu'il a démissionné. Et donc, les dernières mobilisations qu'on a eues depuis le 19 août, je ne pense pas que le gouvernement est resté calme dans son coin jusqu'à cette date. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais à un moment donné, je crois qu'on ne capitalisait pas au fur et à mesure les résultats c'était là le problème de l'opposition. Oui, parce que vous avez dit vous voulez ceci, mais à un moment donné il a lâché, mais à un moment donné il y avait des trucs, finalement il y avait un désordre et à la fin on se retrouve avec empêcher les élections. Vous voyez un peu, donc ça voudrait dire qu'effectivement au départ, on ne sait pas vraiment, on n'a pas fait bloc autour des objectifs pour lesquels on s'est retrouvé et les choses venaient un peu comme cela en désordre. Merci beaucoup. Moi, je vais dire deux mots sur l'Algérie et tout ça. Moi je pense que, je continue dans le même sens que Fabrice en disant, il n'y avait pas de fil conducteur comme on le dit, il n'y avait pas de conducteur comme on le dit à la radio. En même temps, il y avait beaucoup de politique fiction. Il faut qu'à un moment donné, on arrête de faire la politique fiction au Togo. Il y avait beaucoup de politique fiction et moi je sais que dès le départ, il y avait beaucoup de gens qui étaient même dans la communauté internationale prêts à accompagner la coalition. Mais au fur et à mesure que ça avançait, on voyait que derrière, il n'y avait pas véritablement... ça tenait pas. Oui, c'est ça. Et donc, les soutiens ont commencé par s'effriter les uns après les autres, vous voyez. Et donc, pour le cas de l'Algérie, et comme on vient de le dire ici, l'Algérie, c'est un pays qui a une très, très, très longue histoire. C'est un pays qui a une très longue histoire. La seule similitude qu'on peut avoir entre l'Algérie et le Togo, c'est que les gens sortent à un moment donné dans la rue pour conspuer celui qui est au pouvoir. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Le pouvoir en Algérie est dans les mains des généraux. Depuis longtemps, mais encore beaucoup plus à partir de 90, quand il y a eu les affaires du fils, le Front islamique du salut qui a pris le pouvoir par les élections. Ils ont gagné les élections par Abbassi Madani et Ali Belhadj. Et les militaires ont dit non, on ne peut pas donner le pouvoir aux islamistes, parce qu'ils incarnaient carrément un pouvoir islamiste. Et on a arrêté les responsables. Et puis, il y a un groupe qui s'est soustrait de ce fils-là, qui a pris carrément le maquis qu'on appelait le GIA pour faire les attentats terroristes. Et depuis, l'Algérie est au mains des généraux. C'est eux qui mettent les gens. Et je pense que Bouteflika n'est même pas conscient qu'il a déjà fait 3 mandats et qu'il cherche un 4e. C'est eux qui sont en train, face à la mobilisation populaire, sont en train de gagner du temps pour s'entendre entre eux et trouver un successeur. En réalité, c'est ça. Parce que si on va très vite, ils ne vont pas pouvoir régler ça entre eux. Il y a le cas de François Bokor qui est évoqué depuis quelques semaines par la presse togolaise. L'homme devrait être sur le territoire togolais quand on ne sait pas encore, mais depuis, il a entamé une tournée en Afrique, à Bruxelles, à Washington, il devait être aux États-Unis actuellement où nous parlons. Et d'ailleurs, l'Alternative en a parlé ce matin, évoquant beaucoup plus les enjeux d'une tournée diplomatique. Mais, Tchania Waremiao, puisque tu viens de parler... Non, c'est la parole à qui je veux. C'est la parole à qui je veux. Tchania Waremiao, vous me recommandez la parole depuis un bout de temps. Le cas François Bokor, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut l'analyser dans le contexte togolais? Non, bon, je crois que Akila Bokor, c'est un citoyen togolais. Il est connu de tout. C'est un déserteur. Oui, même. Il était dans l'armée. Oui. J'emploie le mot parce que le temps nouveau, le confrère là, il même déserteur, il reste togolais de toute façon. Il a occupé des postes de responsabilité que tous les Togolais connaissent. Et s'il est devenu déserteur, comment cela est arrivé, tout le monde le sait. Et depuis qu'il est resté dans son exil, entre griffes, et s'il est exilé, je ne sais pas comment ça se fait qu'il annonce un retour ou qu'on annonce son retour. Donc moi je considère toujours que Akila Bokor c'est un Togolais et qui peut avoir des ambitions comme tous les Togolais, puisque on dit dans l'article où ça se dit aujourd'hui depuis un bon moment qu'il nourrit des envies. Et donc s'il a envie de venir s'essayer au Togo, il peut revenir. Sauf que revenu, moi je crois que par rapport
à tout ce que les gens ont eu à jouer comme rôle dans ce pays, les faits restent toujours têtus. L'histoire, elle nous rattrape tout le temps. C'est vrai, à la veille des élections de 2005, Akila Boko a jeté l'éponge, et est parti se réfugier dans une ambassade, il s'est retrouvé en Europe, il a dit ce pourquoi il jetait l'éponge. Mais avant ça, Akila Boko, il a été ministre de l'administration, il a été de l'intérieur à l'époque, il a été tout ce qu'il est. Et donc, il a fait le système que, bref, l'opposition combat aujourd'hui. Et donc, c'était comme à Guillaume, il est parti dans les conditions que les Togolais lui ont connues, il est revenu et il a eu des envies, comme Akila Boko les nourrit aujourd'hui. On sait ce qu'Aguillaume est devenu, mais les Togolais, ils n'oublient pas de sitôt. Voilà ce que je peux dire. Alors, je donne la parole à Ferdinand, qui va parler dans son article aujourd'hui par rapport au justement. Moi, j'ai envie de savoir quelles peuvent être les conséquences du retour au pays ou même de la candidature de François Boko à la présidentielle prochaine, surtout que sur les réseaux sociaux, voilà, les partisans de l'opposition ici s'attaquent à lui. Et Akila Boko aussi, semble-t-il, a des soutiens en interne aussi qui répliquent. Alors, quelles peuvent être donc les conséquences de tout ça sur l'arrivée au Togo, Ferdinand, très rapidement? Bon, je ne pense pas que il faut prendre le sujet sur cet aspect-là. D'abord, il faut que la personne rentre d'abord. Je ne sais pas, Tchania vient de le dire, c'est un citoyen, c'est un compatriote dont on annonce le retour. Oui. Il faut d'abord que la personne rentre d'abord et que la personne elle-même affiche ses propres intentions. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore entendu l'intéressé lui-même prendre la parole publiquement pour dire oui, je rentre au pays pour être candidat aux élections de 2020. Il y a tellement de supputations autour de cette histoire-là et les gens ont commencé par se bagarrer sur les réseaux sociaux, s'attaquer, se dire des choses qui n'ont pas de sens. Et ce que moi je sais, c'est que il est en train de faire une tournée sur la question de la crise. Je sais que il a décidé de descendre dans l'arène politique, donc après quelques années à l'extérieur. 14 ans, ouais. Et donc il est en train de faire des contacts et qu'il est actuellement aux États-Unis. Maintenant, il faut qu'il rentre. Et il faut qu'il rentre et qu'il prenne la parole publiquement pour dire oui, je vais jouer un rôle politique. Et voilà le rôle quelques semaines, voilà quel rôle que je vais jouer pour que on puisse vraiment provoquer le débat. Pour le moment, moi je mets tout ça dans le registre des spéculations que les gens font. Mais ce dont je suis vraiment certain, c'est que il est aux États-Unis en train de prendre des contacts. Ça, je peux l'affirmer. Oui, Fabrice. On me dit qu'on a 2 minutes, on va se les partager. Oui, je crois que Ferdinand a dit quelque chose d'important. Il faut d'abord revenir parce qu'il y a une disposition. Oui. Il ne suffit pas d'être togolais pour être candidat ou je ne sais pas quoi. Hein. Il y a des... Par exemple, moi je veux, mais je n'ai pas la caution. Mais donc, quand vous prenez... On va cotiser pour toi. Quand vous prenez François Boko, il faut qu'il revienne d'abord. Et avant qu'il ne parte, vous oubliez qu'il portait le grade de commandant d'escadron, je crois. Chef d'escadron. Et oui, et donc aujourd'hui, un confrère a utilisé une expression, ce n'est pas... Oui, ce n'est pas une insulte, hein, c'est que dans le jargon militaire, c'est comme ça. C'est un déserteur, non, il y a un journal qui a parlé de déserteur, et dans le jargon militaire, ce n'est pas une insulte. Ça, c'est dans le jargon militaire, un déserteur, bon, c'est quelqu'un qui est en fonction en tant que militaire et autres, et qui part sans rendre ce qu'ils appellent le paquetage. Et généralement, quand vous le faites et vous revenez, votre premier domicile, c'est la tôle. Et aujourd'hui, si on veut se référer à la légalité militaire, si François Boko rentre au pays, Massina va l'arrêter. Pourquoi c'est Massina qui doit l'arrêter? Non, c'est la gendarmerie qui arrête les militaires. Non, oui, c'est comme ça. Personne n'arrête un militaire si ce n'est pas un gendarme. Donc ça aussi, c'est dans l'armée. Maintenant, François Boko doit savoir ça. C'est pour cela, s'il veut vraiment revenir, j'espère que peut-être cette tournée-là qu'on annonce, c'est pour peut-être négocier cela. Mais sinon, si on reste sur le terrain de la légalité, s'il rentre... Sauf que Massina nous aura pas. Oui, je suis en train de parler de ce qui se passe généralement. Donc quand vous désertez, vous revenez, et que vous faites la tôle. Il nous aura pas. Oui, une minute, s'il te plaît. Il ne nous aura pas, je crois que c'est un citoyen tout comme les autres, Togolais tout comme les autres. Il n'est pas le premier Togolais qui vit à l'extérieur. On a vu aussi les micmacs qu'il y a eu ici par rapport au retour d'Aguiome, par rapport à
à la dithyrambe qu'il a lancée Oui. en partant. Bon, on a vu les conditions dans lesquelles il est revenu. Donc, c'est un stunt, comme le dit, il va revenir. Et il faut d'abord qu'il revienne pour qu'on voit quelles sont ses intentions. Donc, moi, je pense que maintenant, s'il vient et qu'il est rentré sur l'arène politique, en politique, si c'est la politique, c'est comme... c'est-à-dire, on vous laisse faire votre vie. Le jour où vous affichez des intentions, on vous rappelle les dettes de vos ancêtres. C'est ça la politique. Donc, le monsieur a fait le régime comme l'a dit Tchaniao. S'il a des vertus qu'on le reconnaît à l'époque, qui peut capitaliser aujourd'hui pour nous sauver, Dieu merci. S'il y a des casseroles qu'on peut le mettre à la face, c'est les jours à venir qui reviennent, qui le diront. Donc je crois qu'il faut qu'il revienne d'abord. Ben écoutez, ce n'est pas trop tard, hein. Ce débat-là, on va revenir là-dessus. Très prochainement, puisque François Bonko a encore quelques jours, quelques semaines, s'il veut vraiment être candidat, pour ne pas être frappé par, n'est-ce pas, la domicilialisation au Togo. Messieurs, merci beaucoup. Tchaniao Aremiaou, le patron de journal Nouvelle Opinion, Fabrice Sekezi, le libéral. Oui, c'est fini, il est là, on aura l'antenne parce que le journal c'est dans quelques secondes. Abi Alpha Isotou, le rendez-vous Ferginalité, l'alternative. Merci à Dia Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.